Grand-mère, je suis là. Reste avec moi. Ma voix résonnait dans la chambre glaciale, tandis que je tenais la main tremblante de la femme la plus importante de ma vie. Ses lèvres étaient bleues. Sa respiration était si faible que je voyais à peine sa poitrine se soulever et s'abaisser. Le thermomètre posé sur la table de chevet indiquait 42 degrés Fahrenheit à l'intérieur de la maison. En plein hiver à Chicago. C'était le 1er janvier, à 2 heures du matin. J'avais conduit 4 heures depuis Milwaukee pour lui faire la surprise du Nouvel An, comme je le faisais toujours. Mais c'est moi qui ai eu la surprise. La porte d'entrée était ouverte. Les lumières étaient éteintes. Le chauffage était éteint. Et un mot griffonné sur la table de la cuisine disait simplement « Nous sommes partis à l'hôtel à Miami. Reviens lundi. Occupe-toi de grand-mère. » Comme si elle était une plante dont quelqu'un devait s'occuper. Je m'appelle Sébastien Torres. J'ai 28 ans, je travaille comme technicien en cybersécurité, et j'ai toujours cru que ma famille était différente. Que mes parents, malgré leurs défauts, n'abandonneraient jamais une femme de 83 ans à mourir seule. J'avais tort. Ma grand-mère Elena m'avait élevé quand mes parents étaient trop jeunes pour assumer leurs responsabilités. C'est elle qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait emmené à mon premier jour d'école, qui était restée éveillée les nuits où j'avais de la fièvre. Pendant mes années d'université, elle m'envoyait chaque semaine des lettres manuscrites, avec 20 $ pliés à l'intérieur et des recettes qui me rappelaient la maison. Et maintenant, elle était là, abandonnée comme un déchet encombrant, tandis que mes parents publiaient sur Instagram des photos souriantes d'eux en train de siroter des cocktails sur la plage. Allô, 911 ? J'ai besoin d'une ambulance de toute urgence. Ma grand-mère souffre d'hypothermie sévère. En attendant l'ambulance, je l'ai enveloppée dans mon manteau et me suis blotti contre elle pour partager ma chaleur corporelle. Ses mains étaient aussi froides que de la glace. Mais ses yeux, lorsqu'elle a réussi à les ouvrir un instant, ont brillé en me reconnaissant. « Sébastien, mon garçon », a-t-elle murmuré d'une voix qui semblait venir de très loin. « Je suis là, grand-mère. Je ne te laisserai pas seule. » C'est alors qu'elle m'a serré la main avec une force surprenante et m'a murmuré quelque chose qui allait tout changer. « Ils ne savent pas que j'ai caché des papiers. Tu dois les trouver avant qu'ils ne reviennent. » Mon sang se glaça. Non pas à cause du froid de la pièce, mais à cause de la signification de ces mots. Les ambulanciers arrivèrent 12 minutes plus tard, l'enveloppèrent dans des couvertures thermiques et la transportèrent dans l'ambulance. À l'hôpital, sous les lumières fluorescentes et le bruit constant des moniteurs, les médecins s'efforcèrent de la stabiliser. « Vous êtes arrivé juste à temps », dit l'infirmière. « Quelques heures de plus, c'est… » Elle n'a pas eu besoin de terminer sa phrase. Assis à côté du lit d'hôpital, je regardais les chiffres du moniteur cardiaque se stabiliser lentement, et une colère froide a commencé à monter en moi. Ce n'était pas seulement de l'abandon. C'était bien pire. Pendant des années, mes parents se sont plaints du fardeau que représentait la prise en charge de grand-mère Elena. Ils parlaient des frais médicaux, de la place qu'elle occupait dans la maison, de la façon dont elle limitait leur liberté. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait simplement de plaintes. Je commençais maintenant à comprendre qu'il y avait un plan derrière ces plaintes. Et les papiers dont elle avait parlé, cela expliquerait beaucoup de choses. Vers 5 heures du matin, lorsqu'elle s'est enfin endormie en toute sécurité, j'ai quitté l'hôpital avec une mission claire. J'avais environ 30 heures avant que mes parents ne reviennent de Miami. 30 heures pour découvrir exactement ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils prévoyaient de faire. Si cette histoire de famille, de trahison et de justice vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce que j'ai découvert dans cette maison allait non seulement changer ma vie, mais aussi révéler un niveau de cruauté que je n'aurais jamais cru possible. En rentrant en voiture à la maison où j'avais grandi, une seule question me trottait dans la tête. Quel genre d'enfants abandonnent leur propre mère à la mort, en espérant que le problème se résolve tout seul? Dans quelques heures, j'aurais toutes les réponses. Et mes parents découvriraient qu'ils avaient complètement sous-estimé le petit-fils qu'Elena avait élevé. La maison était silencieuse lorsque je suis revenu de l'hôpital. Un silence différent de celui de l'abandon de la nuit précédente. C'était maintenant le silence de ceux qui avaient franchi la ligne et savaient qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai réglé le chauffage au maximum et j'ai commencé à chercher les papiers dont grand-mère Elena avait parlé. Je connaissais chaque recoin de cette maison. J'y avais grandi, joué dans chaque pièce, me cachant dans chaque placard pendant des années de cache-cache avec mes cousins. Mais maintenant, je cherchais des preuves d'une trahison qui durait depuis des années. J'ai commencé par sa chambre. La commode en acajou qui avait appartenu à mon arrière-grand-mère exhalait encore le parfum floral qu'elle utilisait depuis des décennies. Dans les tiroirs, j'ai trouvé des cartes d'anniversaire que je lui avais envoyées pendant mes années d'université. Des lettres que j'avais écrites lorsque j'avais obtenu mon premier emploi. Des photos de nous ensemble à chaque étape importante de ma vie. Elle avait tout gardé. Dans le 3e tiroir,
Caché sous une pile de mouchoirs brodés à la main, j'ai trouvé un dossier en papier craft. Mon cœur s'est emballé lorsque je l'ai ouvert et que j'ai vu ce qu'il contenait. Des relevés bancaires. Des dizaines. Certains datant d'il y a 3 ans. Le compte d'épargne de grand-mère Helena, que j'avais toujours connu comme étant modeste, montrait des dépôts réguliers provenant de sa retraite. Mais il montrait également des virements. Importants. Fréquents. Tous vers un compte au nom de mes parents. Je me suis assise sur son lit, feuilletant page après page des chiffres qui racontaient une histoire d'exploitation systématique. Il ne s'agissait pas de 5 cents ou $1000 occasionnels. Il s'agissait de montants de 3, 4, 5 000 $. Chaque mois. Ma mère, Jennifer Torres, avait obtenu un diplôme en administration, mais n'avait jamais travaillé un seul jour après ma naissance. Elle avait toujours prétendu que s'occuper de sa famille était sa priorité. Mon père, Roberto Torres, travaillait comme vendeur d'assurance, un emploi qui, selon mes calculs, n'aurait jamais dû leur permettre de mener le train de vie qu'ils avaient. Maintenant, je comprenais comment ils y parvenaient. Des voyages annuels en Europe. Une nouvelle voiture tous les 2 ans. La rénovation coûteuse de la cuisine l'année dernière. Le dressing de ma mère rempli de vêtements de marque. Tout cela financé par la femme qu'ils ont laissé mourir de froid. Mais il y avait plus. Au fond du dossier, j'ai trouvé des photocopies de documents juridiques. Un testament. Une procuration. Et quelque chose qui m'a fait bouillir le sang, un document de donation de la maison. La maison où grand-mère Helena a vécu pendant 40 ans, où elle m'a élevé, où elle a construit chaque souvenir de notre famille. Mes parents l'avaient forcée à signer une donation, leur transférant la propriété. La date sur le document remontait à seulement 6 mois. Dans la marge du papier, il y avait des notes manuscrites de grand-mère elle-même. L'écriture était tremblante, mais encore lisible. Ils ont dit que c'était juste pour les impôts. Ils ont promis que je pourrais rester ici pour toujours. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Le plan devenait clair. Mes parents n'avaient pas simplement négligé grand-mère Helena. Ils avaient orchestré un transfert complet de tous ses biens. Et l'abandon pendant le voyage à Miami, ce n'était pas de la cruauté impulsive. C'était l'acte final d'un plan calculé. Si elle mourait naturellement, pendant leur absence, il n'y aurait pas de question. Une dame de 83 ans décédée seule chez elle pendant l'hiver. Tragique, mais compréhensible. Et ils hériteraient de tout sans complication. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai photographié chaque document, chaque relevé, chaque ligne manuscrite. Puis j'ai tout rangé exactement comme c'était et j'ai remis le dossier à sa place. En parcourant la maison, me remémorant chaque moment que j'y avais passé, une colère froide s'est transformée en détermination. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de dignité. D'une femme qui avait consacré toute sa vie à sa famille et qui avait été jetée comme un déchet encombrant. Je suis allé dans la cuisine et j'ai ouvert le réfrigérateur. Il était vide, à l'exception d'une bouteille de ketchup périmée et d'un pot de moutarde. Dans les placards, je n'ai trouvé que 3 boîtes de soupe et un paquet de biscuits Cream Cracker ouverts. C'était la nourriture adéquate que mes parents avaient laissée à une femme âgée diabétique pour 5 jours d'absence. Sur la table de la cuisine, leur mot était toujours là où je l'avais trouvé. Nous sommes partis en vacances à Miami. Nous rentrons lundi. Occupe-toi de grand-mère. Comme si elle était une plante qui avait besoin d'être arrosée de temps en temps. J'ai pris le mot et je l'ai photographié aussi. Preuve de leur négligence. De leur froideur calculée. Mon téléphone a vibré. Un message WhatsApp de ma mère, envoyé depuis Miami. Salut mon fils. J'espère que tout va bien là-bas. Le complexe hôtelier est incroyable. Papa a gagné 200 $ au casino hier. Comment va grand-mère? Son hypocrisie m'a donné la nausée. Elle jouait de l'argent au casino pendant que grand-mère Helena mourait presque de faim et de froid. J'ai répondu, grand-mère va bien. Profitez bien de votre voyage. Ce n'était pas techniquement un mensonge. Elle allait bien maintenant. À l'hôpital. Sous des soins médicaux qu'il ne lui avait jamais prodigués. J'ai continué à explorer la maison et j'ai trouvé d'autres preuves du déclin délibéré de ses conditions de vie. Le radiateur de la chambre avait été débranché du mur. La petite télévision sur laquelle elle regardait ses émissions l'après-midi avait été retirée. Même le téléphone fixe, qu'elle utilisait en cas d'urgence, avait été débranché. Il l'avait complètement isolée. Dans la chambre qui était autrefois la mienne, désormais transformée en bureau improvisé pour mon père, j'ai trouvé la confirmation finale de leur plan. Dans un dossier intitulé « Affaires familiales », se trouvaient des recherches sur les maisons de retraite les moins chères, des devis de déménageurs, et une consultation juridique sur les procédures post-mortem pour le transfert de biens. Ils avaient étudié chaque détail.
La seule variable qu'il n'avait pas prise en compte, c'était mon arrivée au bon moment. Je me suis assis dans le fauteuil du bureau de mon père et j'ai regardé autour de moi. Des diplômes encadrés accrochés au mur. Des photos de lui recevant des prix pour ses ventes. Une bibliothèque remplie de livres sur les stratégies de réussite et la maximisation du patrimoine. Mais aucune photo de grand-mère Elena. Aucun souvenir de la femme qui avait rendu possible tout ce qu'il avait accompli. Pendant un instant, j'ai senti une profonde tristesse remplacer ma colère. C'étaient les mêmes parents qui m'avaient emmené à mon premier jour d'école, qui avaient fêté mon diplôme, qui avaient pleuré quand j'avais déménagé à Milwaukee. Quand sont-ils devenus capables de laisser mourir une personne âgée pour des raisons financières? Mais la tristesse n'a duré que quelques minutes. Car j'ai trouvé un dernier dossier qui a tout changé. Plan de retraite, R.J. Torres. À l'intérieur, il y avait un calendrier détaillé pour les 10 prochaines années. Les voyages qu'ils voulaient faire. Une maison de plage qu'ils avaient l'intention d'acheter. Les investissements qu'ils prévoyaient de réaliser. Et sur une page séparée, une simple ligne qui résumait leur froideur. Après résolution de la situation d'Elena, budget libéré, $2500 supplémentaires par mois plus valeur de la vente de la maison. Ils avaient transformé la mort de ma grand-mère en une ligne budgétaire. J'ai tout photographié et j'ai fermé le dossier. J'avais désormais suffisamment de preuves non seulement de négligence, mais aussi de préméditation. Et j'avais 30 heures pour décider comment utiliser ces informations. En rentrant à l'hôpital pour prendre le service de nuit auprès de grand-mère Elena, une seule certitude s'est imposée à mon esprit. Mes parents avaient choisi de traiter une vie humaine comme un obstacle financier. Ils allaient maintenant découvrir ce que cela signifiait d'être traités exactement de la même manière. Car s'ils pensaient pouvoir écrire la fin de l'histoire de notre famille, ils allaient bientôt apprendre que moi aussi, je savais manier la plume. Et mon encre ne s'effaçait pas. Je suis retourné à l'hôpital à 6 heures du matin, armé d'un café chaud et d'une détermination glaciale. Grand-mère Elena était réveillée, les yeux plus vifs que je ne les avais vus depuis des mois. La couleur était revenue sur ses joues et elle pouvait s'asseoir seule dans son lit. « Sébastien, mon garçon, » dit-elle en tendant une main tremblante. « As-tu trouvé les papiers ?» Je m'assis à côté du lit et pris sa main. Je les ai trouvés, grand-mère. Et c'est pire que ce que nous imaginions. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle rassemblait ses forces pour entendre la vérité qu'elle connaissait déjà. Raconte-moi. Ils ont transféré $120 000 de ton compte au cours des 3 dernières années. Ils t'ont forcé à donner la maison. Et j'hésitais, cherchant une façon douce de dire le reste. Et quoi, mon chéri? Ils ont recherché des maisons de retraite. Des devis pour des pompes funèbres. Ils ont planifié ta mort comme une stratégie financière. Grand-mère Elena poussa un profond soupir, mais ne sembla pas surprise. Je savais que quelque chose n'allait pas quand ils ont commencé à insister autant pour que je signe ces papiers. Jennifer a toujours été douée pour parler, mais Roberto. Elle secoua la tête. Il a changé après leur mariage. Il est devenu cupide. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Elle me serra la main. Parce que tu avais ta propre vie à Milwaukee. Et parce que j'avais besoin d'être sûr avant de détruire ta relation avec tes parents. Une infirmière entra pour vérifier les signes vitaux de grand-mère. C'était la même femme sympathique que la veille, une Philippine d'âge moyen nommée Rosa, qui avait un sourire chaleureux et des yeux perspicaces. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Madame Torres ?» demanda Rosa en vérifiant le moniteur cardiaque. « Mieux. Beaucoup mieux, » répondit grand-mère Elena. « Grâce à mon petit-fils. » Rosa me regarda avec approbation. « Vous lui avez sauvé la vie, vous savez? Encore quelques heures dans ce froid. » Elle ne termina pas sa phrase, mais le sens était clair. « Rosa, » dit soudain grand-mère Elena. « Pouvez-vous expliquer à mon petit-fils la procédure à suivre lorsque des cas comme celui-ci arrivent à l'hôpital ?» Rosa hésita, regardant tour à tour mon grand-père et moi. « Eh bien, lorsque nous trouvons des patients âgés dans des conditions qui suggèrent une négligence ou un abandon, nous avons l'obligation légale de le signaler au service de protection des personnes âgées. J'ai déjà fait le rapport initial, mais... »« Mais quoi ?» demandai-je. « Ta grand-mère m'a demandé d'attendre ton arrivée. Elle a dit qu'il y avait d'autres informations importantes à inclure. » Mon cœur s'emballa. Quel genre d'informations? Grand-mère Elena se redressa dans son lit. « Sébastien, il y a des choses que tu ne sais pas encore. À propos de ton père. À propos de la façon dont il a obtenu cet emploi dans la compagnie d'assurance. » Elle fit une pause, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. « J'ai payé $50 000 à un intermédiaire qui a garanti que Roberto serait embauché au poste de superviseur, même s'il n'avait pas les qualifications requises. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines.
Tu as versé un pot de vin pour lui obtenir ce poste? Ce n'était pas un pot de vin, a-t-elle répondu fermement. C'était un investissement pour notre famille. Roberto était au chômage depuis 8 mois quand tu avais 5 ans. Jennifer était enceinte pour la 2e fois et elle a perdu le bébé à cause du stress financier. J'ai fait ce que n'importe quelle mère aurait fait. Rosa a fini de vérifier les moniteurs et est sortie discrètement, sentant que nous avions une conversation familiale importante. Grand-mère, cela signifie que toute sa carrière a été construite grâce à l'argent que je lui ai fourni. Et maintenant, il utilise mon propre investissement contre moi, drainant ce qui reste de mes économies. Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration. L'hypocrisie était encore plus profonde que je ne l'avais imaginé. Pendant des années, mon père s'était vanté de son ascension fulgurante dans l'entreprise, de la façon dont il avait tout construit à partir de rien, grâce à son travail acharné et à son intelligence. Tout cela n'était que mensonge. Il y a plus, a poursuivi grand-mère Helena, sa voix devenant plus ferme à chaque mot. Les rénovations qu'ils ont faites dans la maison l'année dernière, la nouvelle voiture de Jennifer, le voyage en Europe en septembre, tout a été payé par des virements depuis mon compte. Ils m'ont dit que c'était des prêts temporaires. Elle rit amèrement. Des prêts qui n'ont jamais été remboursés. Mon téléphone vibra. Un message WhatsApp de ma mère, avec une photo d'elle et de mon père dans un restaurant chic de Miami. Des cocktails colorés sur la table, des sourires radieux. La légende disait « Dîner incroyable à l'hôtel ». Vous passez à côté de quelque chose. L'ironie m'a donné la nausée. Elle publiait des photos d'un repas qui coûtait plus cher que ce que grand-mère Helena avait pour se nourrir pendant une semaine. Ils publient des photos de leur voyage, ai-je dit à grand-mère Helena en lui montrant mon téléphone. Elle a regardé l'image pendant un long moment. Jennifer a toujours été belle. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, j'ai pensé qu'elle serait parfaite pour Roberto. Elle était ambitieuse, déterminée. Je pensais que ce serait bien pour lui. Et maintenant, je vois que j'ai créé 2 monstres. J'ai nourri leur cupidité jusqu'à ce qu'elles deviennent plus fortes que leur amour pour leur famille. À ce moment-là, un homme en costume entra dans la chambre. Il était grand, mince, avait les cheveux gris et portait un badge de l'hôpital Northwestern Memorial. Madame Torres, je suis le docteur Michael Harrison, assistant social principal de l'hôpital. Rosa m'a informé de votre situation. Il tira une chaise et s'assit. J'ai besoin de vous poser quelques questions sur les circonstances qui ont conduit à votre hospitalisation. Au cours des 2 heures qui suivirent, grand-mère Helena raconta toute l'histoire. L'isolement progressif, l'argent qui s'épuisait, la pression pour signer des documents, le chauffage coupé, le réfrigérateur vidé avant le voyage. Le docteur Harrison prenait des notes méticuleusement, posant des questions précises sur les dates, les montants et les détails qui pourraient être pertinents pour une enquête officielle. C'est une situation grave, a-t-il finalement déclaré. Nous parlons ici d'une potentielle exploitation financière, de négligence physique et peut-être même d'abandon criminel d'une personne âgée. Quelles sont les conséquences juridiques? Ai-je demandé. Si nous procédons à une plainte officielle, les responsables pourraient faire l'objet de poursuites pénales allant du délit mineur au crime grave, en fonction des montants en jeu. Avec 120 000 $ documentés. Il marqua une pause. C'est un crime grave. Grand-mère Helena me regarda droit dans les yeux. Sébastien, j'ai déjà vécu 83 ans. Je n'ai pas peur de mourir. Mais j'ai peur de mourir en sachant que j'ai élevé des personnes capables de faire cela à quelqu'un d'autre. Que voulez-vous que je fasse? Je veux que justice soit faite. Pas pour moi, mais pour toutes les autres personnes âgées qui pourraient vivre la même chose. Et je veux que vous soyez celui qui rendra cette justice. Le docteur Harrison a fermé son bloc-notes. Madame Torres, l'hôpital vous soutiendra pleinement si vous décidez de poursuivre. Nous avons toute la documentation médicale nécessaire. Mais nous devons agir rapidement si nous voulons préserver les preuves. Combien de temps avons-nous? Ai-je demandé. Quand vos parents reviennent-ils? Demain soir. Nous avons donc environ 30 heures pour rassembler tout ce dont nous avons besoin avant qu'ils ne sachent que nous avons découvert leur plan. Je suis sorti de la chambre d'hôpital avec une nouvelle lucidité. Il ne s'agissait plus d'une blessure familiale ou d'un ressentiment personnel. Il s'agissait d'empêcher 2 personnes cruelles de continuer à détruire des vies par cupidité. À la sortie, Rosa m'arrêta dans le couloir. « Sébastien, je peux te parler 1 minute ?» « Bien sûr. Je travaille dans les soins gériatriques depuis 15 ans. J'ai déjà vu des cas de négligence, mais je vois rarement quelque chose d'aussi calculé que cela. » Elle fit une pause. « Ta grand-mère est une femme forte. Elle a survécu parce qu'elle a choisi de survivre.
Ne gaspillez pas son sacrifice. Je ne le gaspillerai pas. Et Sébastien. Elle m'a touché gentiment le bras. Votre grand-mère m'a raconté comment elle vous a élevé. Elle m'a dit que vous avez toujours été le petit-fils qui défendait ce qui était juste, même quand vous étiez enfant. Elle compte là-dessus maintenant. Alors que je rentrais chez moi en voiture, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Allô? Sébastien Torres? Ici David Chen, du bureau du procureur du comté de Cook. Le docteur Harrison m'a donné vos coordonnées. Je crois comprendre que vous disposez d'informations sur un possible cas d'exploitation de personnes âgées. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Les choses évoluaient plus vite que je ne l'avais prévu. Oui, monsieur. Pouvez-vous venir à mon bureau cet après-midi? Nous aimerions examiner les preuves que vous avez recueillies et discuter des prochaines étapes. Après avoir pris rendez-vous, je me suis rendu chez mes parents une dernière fois avant que tout ne change. J'avais besoin de rassembler davantage de preuves, davantage de documents. Mais j'avais également besoin de quelque chose de plus personnel. Dans mon ancienne chambre, j'ai trouvé une boîte à chaussures remplie de lettres que grand-mère Helena m'avait écrites pendant mes études universitaires. J'en ai lu quelques-unes au hasard. Mon cher Sébastien, je suis si fier de l'homme que tu es devenu. J'ai toujours su que tu ferais ce qu'il fallait, quelle que soit la difficulté. Souviens-toi, mon amour, que la force, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de toujours se relever. Un jour, tu devras choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste. Je suis sûr que tu choisiras le courage. C'était comme si elle savait que ce jour arriverait. Comme si elle avait passé des années à me préparer à ce moment. J'ai mis les lettres dans la poche de ma veste, tout près de mon cœur. À 3 heures de l'après-midi, j'étais assis dans le bureau du procureur Chen, tous les documents étalés sur son bureau. C'était un homme d'origine asiatique, la quarantaine, portant des lunettes à monture fine et affichant une expression sérieuse qui suggérait qu'il prenait ses affaires très au sérieux. « Monsieur Torres, c'est impressionnant », dit-il en examinant les relevés bancaires. « Et effrayant. La documentation est solide, les preuves sont claires et le schéma d'exploitation est indéniable. Que va-t-il se passer maintenant? Nous allons préparer des accusations formelles. Avec votre coopération et le témoignage de votre grand-mère, nous avons un dossier solide. Mais je dois vous avertir. Une fois que nous aurons entamé cette procédure, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Vos parents feront face à de graves accusations criminelles. J'ai pensé à la femme qui a failli mourir de froid pendant qu'ils buvaient des cocktails à Miami. J'ai pensé aux décennies d'amour et de sacrifice qu'ils ont transformés en chiffres sur une feuille de calcul. Je suis prêt, ai-je dit fermement. Chen a acquiescé. Alors commençons. En sortant du bureau du procureur, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était mon père qui m'appelait de Miami. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Salut, papa. Sébastien. Ça me fait plaisir de t'entendre. Comment ça va là-bas? Ta mère s'inquiète que tu t'ennuies en t'occupant de grand-mère. La froideur dans sa voix lorsqu'il a fait référence à sa propre mère en tant que grand-mère m'a choqué. Comme si elle était un animal de compagnie gênant. Tout est sous contrôle, ai-je répondu calmement. Super. Eh bien, nous pensons prolonger notre voyage de quelques jours. L'hôtel nous a proposé une réduction si nous restons jusqu'à vendredi. Ça te dérange de rester avec elle un peu plus longtemps? Prolonger le voyage. Plus de temps loin d'ici en attendant que le problème se résolve tout seul. En fait, papa, je pense que vous devriez rentrer comme prévu. Il y eut un silence. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Disons simplement qu'il y a certaines questions dont nous devons discuter en famille. Quel genre de questions? Je regardais par la fenêtre de ma voiture, observant l'agitation de la ville, des gens normaux menant des vies normales, sans savoir que certaines familles cachent des secrets aussi sombres. Le genre de questions qu'il vaut mieux discuter en personne. Sébastien, tu m'inquiètes. Tu as raison de t'inquiéter, papa. À demain. Je raccrochai avant qu'il n'ait le temps de répondre. 24 heures. C'était le temps qu'il restait à mes parents pour profiter de leur liberté. Et ils n'avaient aucune idée que leur vie luxueuse, bâtie sur l'exploitation d'une femme âgée, était sur le point de s'effondrer comme un château de cartes dans une tempête. Car s'ils pensaient pouvoir transformer l'amour d'une grand-mère en profit, ils allaient bientôt apprendre que certains petits-enfants n'oublient jamais qui les a vraiment élevés. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5h30 avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'était ni de la nervosité ni de l'anxiété. C'était le genre de concentration laser qui survient lorsque vous cessez enfin de réagir et commencez à agir. Ma première étape a été la banque où grand-mère Helena avait ses comptes depuis 40 ans. Le directeur, M. Wilson, me connaissait depuis mon enfance et a été visiblement troublé lorsque je lui ai montré les relevés bancaires.
Sébastien, c'est très grave, a-t-il dit en ajustant ses lunettes tout en examinant chaque virement suspect. Ces mouvements ne correspondent pas au comportement normal d'une dame de son âge. C'est exactement ce que je pensais. Je dois vous informer que, légalement, je suis tenu de signaler les soupçons d'exploitation financière au département des services financiers. Souhaitez-vous que je procède ainsi? Oui, monsieur. Et j'aimerais obtenir toutes les copies des registres des 5 dernières années. Wilson acquiesça gravement. Je m'en occuperai d'ici la fin de la journée. Ma deuxième étape fut le cabinet de l'avocate spécialisée dans le droit des personnes âgées que le procureur Chen m'avait recommandé. Margaret Silva était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris tirés en un chignon strict, et aux yeux qui avaient vu suffisamment de cas pour ne plus s'étonner de rien. Monsieur Torres, dit-elle en étudiant les documents éparpillés sur son bureau, en 30 ans de défense de cas d'exploitation de personnes âgées, j'ai rarement vu une documentation aussi minutieuse. Vos parents ont été extrêmement négligents. Qu'est-ce que cela signifie pour l'affaire? Cela signifie que nous avons suffisamment de preuves pour intenter des poursuites pénales et civiles. Récupération des biens, restitution financière et éventuellement emprisonnement. Elle marqua une pause. Mais je dois vous avertir, une fois que nous aurons commencé, cela deviendra public. Les journaux locaux couvrent souvent les affaires d'exploitation familiale. L'idée d'une exposition publique me procura une sombre satisfaction. Mes parents se sont toujours souciés outre mesure des apparences. Ce que les voisins pourraient penser. Leur réputation à l'église locale. Je suis prêt à affronter cela. Alors allons-y. Alors que je rentrais à l'hôpital, mon téléphone portable a sonné. C'était ma mère, qui m'appelait de Miami. Sébastien, mon chéri. Comment vas-tu? Sa voix était légèrement altérée. Probablement à cause de son 3e mojito de la journée. Je vais bien, maman. Comment se passe le voyage? Merveilleux. Ton père a gagné $500 au poker hier soir. Nous pensons faire une excursion en bateau demain. Elle a marqué une pause. Comment va grand-mère? Elle ne te donne pas trop de fil à retordre, n'est-ce pas? Elle nous donne du fil à retordre. Comme si une femme de 83 ans qui demande à ne pas mourir de froid était un inconvénient. Elle est tranquille. Super. Bon, je dois y aller. Nous allons dîner dans un restaurant français très chic ce soir. Je t'aime. Elle raccrocha avant que je puisse répondre. Alors que je me garais devant l'hôpital, je reçus un message sur WhatsApp. Une photo d'eux deux trinquant au champagne dans un restaurant chic, avec la légende « La vie est faite pour être vécue ». Le contraste avec grand-mère Elena, allongée dans un lit d'hôpital à cause de leur négligence, me rendait physiquement malade. Dans sa chambre, j'ai eu une surprise. Elle était assise sur une chaise à côté du lit, vêtue d'une blouse d'hôpital, mais avec une posture droite que je n'avais pas vue depuis des mois. « Sébastien, mon cher garçon, » dit-elle en tendant les bras. « Assieds-toi ici avec moi. » J'ai tiré une chaise près d'elle. « Comment te sens-tu? » Forte. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai le sentiment d'avoir un but. Ses yeux brillaient d'une détermination qui rappelait la femme qui m'avait élevé. « Parle-moi des avocats. » Je lui ai rapporté chaque détail des réunions. Les documents bancaires. Les accusations criminelles en préparation. La possibilité d'une incarcération pour mes parents. Elle a écouté en silence, acquiesçant de temps à autre. Quand j'eus terminé, elle me prit les mains. « Sébastien, es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Une fois que cela aura commencé. » Grand-mère, l'interrompis-je gentiment. Ils t'ont laissé mourir. Littéralement. Si je n'étais pas arrivé. Je sais, mon chéri. Je sais. Elle soupira. C'est juste que, ce sont tes parents. Et tu es ma grand-mère. La personne qui m'a vraiment élevé. La personne qui m'a appris la différence entre le bien et le mal. Une larme coula sur son visage. Ta grand-mère est si fière de toi. Nous avons passé l'heure suivante à examiner chaque document, chaque preuve. Grand-mère Elena se souvenait de détails que j'avais oubliés. Des dates précises où il l'avait pressé de signer des papiers. Des conversations où ils avaient mentionné des projets d'avenir qui prenaient désormais un sens sinistre. Ils ont parlé d'une maison de plage qu'ils voulaient acheter, dit-elle soudainement. Jennifer a dit que ce serait parfait pour la retraite. J'ai trouvé cela étrange, car Roberto a encore 15 ans avant de prendre sa retraite. La maison de plage serait achetée avec votre argent. Exactement. À ce moment-là, le docteur Harrison entra dans la pièce avec un homme en costume que je ne reconnus pas. Madame Torres, Sébastien, dit le docteur Harrison. Je voudrais vous présenter le détective James Murphy, de la division des crimes financiers de la police de Chicago.
Le détective Murphy était un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux bruns avec quelques mèches grises, et dont la présence calme suggérait une grande expérience dans les affaires délicates. « Monsieur Torres », dit-il en me serrant fermement la main. « Le procureur Chen m'a transmis votre dossier. J'ai besoin de vous poser quelques questions supplémentaires pour le rapport de police. » Pendant l'heure qui suivit, le détective Murphy me posa des questions détaillées sur le déroulement des événements. L'état de la maison à mon arrivée. Les virements bancaires. L'état physique de grand-mère Elena. Il s'agit clairement d'un cas d'exploitation financière d'une personne âgée combiné à une négligence criminelle, conclut-il. Avec les documents que vous avez rassemblés, nous avons des bases solides pour engager des poursuites. Quand cela aura-t-il lieu? Ai-je demandé. Vos parents rentrent-ils demain? Ce soir. Alors demain matin, nous les laisserons rentrer chez eux et s'installer. Cela prouvera qu'ils n'essayaient pas de fuir les conséquences. Il a marqué une pause, regardant tour à tour ma grand-mère Elena et moi. Je veux que vous compreniez bien. Une fois que nous aurons procédé aux arrestations, cela sera rapidement rendu public. Êtes-vous prêt à cela? Si cette histoire de famille, de trahison et de justice vous touche, abonnez-vous à la chaîne. Car ce qui s'est passé au cours des 24 heures suivantes prouverait que certaines personnes confondent gentillesse et faiblesse. Grand-mère Elena répondit la première. Inspecteur Murphy, j'ai passé 83 ans sur cette terre. J'ai vu des guerres, des crises, des pertes. Mais je n'ai jamais vu de cruauté délibérée au sein d'une même famille. Si mon expérience peut protéger d'autres personnes âgées, alors oui, je suis prête. Je suis sorti de l'hôpital cet après-midi-là avec un étrange sentiment de paix. Ce n'était pas la paix de la résignation, mais la paix de quelqu'un qui agit enfin selon ses principes. Ma dernière étape fut la maison de mes parents. Je voulais voir cet endroit une dernière fois avant que tout ne change. J'ai parcouru les pièces où j'avais grandi, me remémorant les Noëls heureux, les anniversaires célébrés, les moments où nous formions vraiment une famille. Dans la chambre de grand-mère Elena, j'ai soigneusement rangé ses affaires. Ses photos. Ses livres de prière. Les lettres que je lui avais envoyées depuis l'université. Peu importe ce qui se passerait sur le plan juridique, elle ne reviendrait pas dans cette maison. Pas avec des gens qui s'étaient montrés capables de la laisser mourir pour leur propre confort. Quand j'eus terminé, je m'assis dans le salon où nous avions passé d'innombrables soirées à regarder la télévision ensemble. Une famille normale. Du moins, je pensais qu'elle était normale. Mon téléphone a vibré. Un autre message de mes parents, cette fois-ci un selfie à l'aéroport de Miami. En route pour la maison. Nous avons hâte d'entendre le récit de ta semaine avec grand-mère. Nous espérons que cela n'a pas été trop pénible. Ah! Trop pénible. Comme si sauver la vie de quelqu'un était un inconvénient. J'ai répondu, cela a été instructif. À demain. Ce soir-là, j'ai préparé une dernière présentation. Toutes les preuves classées par ordre chronologique. Toutes les lois enfreintes clairement identifiées. Toutes les conséquences possibles expliquées en détail. Car lorsque mes parents se réveilleraient le lendemain, pensant avoir échappé aux conséquences de leurs actes, ils découvriraient que leur fils était devenu bien plus que le petit-fils silencieux qu'il avait toujours été. Ils étaient sur le point d'apprendre que certaines vengeances ne se servent pas froides. Elles se servent avec une précision juridique et des conséquences irréversibles. À 9 heures du matin, mardi, j'étais dans la cuisine de mes parents en train de préparer le café quand j'ai entendu le bruit familier des clés dans la serrure de la porte d'entrée. Des valises traînées sur le sol. Des voix animées, discutant des meilleurs moments du voyage. « Sébastien, tu es toujours là ?» a crié ma mère depuis le hall d'entrée. « Dans la cuisine », ai-je répondu, en gardant un ton désinvolte. Ils sont entrés, rayonnant de cette énergie post-vacances que les gens ont lorsqu'ils pensent avoir échappé à leurs responsabilités sans conséquence. Mon père était bronzé, vêtu d'une chemise hawaïenne ridicule qui coûtait probablement plus cher que la facture d'électricité de grand-mère Elena. Ma mère arborait un bronzage parfait et de nouveaux bijoux qui brillaient à la lumière du matin. « C'est merveilleux que tu sois là pour nous accueillir », dit ma mère en m'embrassant, son parfum coûteux imprégnant ma peau. « Comment s'est passée la semaine avec grand-mère? Elle n'a pas été trop difficile, n'est-ce pas? Ça a été instructif, répondis-je en servant du café dans 3 tasses. Comment était Miami? Incroyable, s'est exclamé mon père en tirant une chaise. J'ai gagné 800 $ au blackjack. Ta mère a acheté le collier qu'elle voulait depuis des mois. Et l'hôtel. Il a poussé un soupir de satisfaction. 5 étoiles, pour de vrai. C'est super, dis-je en posant les tasses sur la table. Je suis sûr que ça valait chaque centime. Ils ne remarquèrent pas le ton de ma voix. Ils étaient trop occupés à raconter chaque détail luxueux de leur voyage financé avec l'argent volé à une vieille dame qui avait failli mourir de froid. Et grand-mère?
demanda ma mère en remuant le sucre dans son café. Elle va bien? Elle ne s'est pas trop plainte de votre absence? En fait, dis-je en m'asseyant lentement, grand-mère Helena est à l'hôpital Northwestern Memorial. La fourchette de ma mère s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Mon père s'étouffa avec son café. À l'hôpital? Demanda ma mère, le teint pâle. Que s'est-il passé? Quand? Hypothermie sévère. Déshydratation. Malnutrition, répondis-je calmement, comme si je lisais une liste de courses. Je l'ai trouvée au petit matin du jour de l'an. Elle était presque morte. Comment ça, hypothermie? Demanda mon père en se levant brusquement. Le chauffage fonctionnait quand nous sommes partis. Non, ce n'est pas vrai, ai-je répondu fermement. Il était éteint. Il faisait 5 degrés Celsius dans la maison. Grand-mère Helena n'était consciente que par intermittence. Ma mère s'est mise à pleurer, non pas des larmes de culpabilité sincère, mais le genre de larmes d'apitoiement sur soi-même de quelqu'un qui se rend compte qu'il pourrait avoir des ennuis. Nous ne savions pas, murmura-t-elle. Si nous avions su qu'elle était malade. Elle n'était pas malade quand vous êtes partis, l'interrompis-je. Elle était négligée. Le mot « négligée » flottait dans l'air comme une fumée toxique. Mon père se redressa, adoptant cette posture défensive que je connaissais bien. Sébastien, tu exagères. Ta grand-mère est parfois dramatique. Elle a probablement... Probablement quoi, papa? Ma voix était plus basse, plus maîtrisée. Probablement fait semblant de mourir de froid pour attirer l'attention. Nous lui avons laissé suffisamment de nourriture, a rapidement répondu ma mère. Et le chauffage fonctionnait. 3 boîtes de soupe périmée et des biscuits moisis, ai-je répondu. Pour 5 jours. Pour une diabétique de 83 ans. Le silence qui a suivi n'a été rompu que par le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Mes parents se regardèrent. Cette communication silencieuse entre des personnes qui ont partagé des mensonges pendant si longtemps qu'elles ne savent plus comment gérer la vérité. Bon, dit finalement mon père, essayant de reprendre le contrôle, allons lui rendre visite maintenant. Voyons comment elle va. Je suis sûr que ce n'était qu'un malentendu. Vous pouvez lui rendre visite, ai-je dit en prenant mon téléphone. Mais d'abord, il y a des personnes qui aimeraient vous parler. C'est alors que la sonnette a retenti. Mon père a froncé les sourcils. Qui cela peut-il bien être à cette heure-ci? Le détective James Murphy, ai-je répondu en me dirigeant vers la porte. De la division des crimes financiers de la police de Chicago. Mes parents ont littéralement pâli. Ma mère s'est agrippée à la table comme si le monde tournait autour d'elle. Mon père a ouvert et fermé la bouche plusieurs fois sans émettre le moindre son. Sébastien, a murmuré ma mère. Qu'as-tu fait? J'ai fait ce que vous n'avez jamais fait, ai-je répondu en m'arrêtant à la porte de la cuisine. J'ai protégé grand-mère Helena. J'ai ouvert la porte au détective Murphy et à une femme officier que je ne connaissais pas. Ils étaient tous deux en civil, mais leur attitude et leur expression indiquaient clairement qu'il ne s'agissait pas d'une visite de courtoisie. Monsieur Torres, a dit le détective Murphy en entrant. Vos parents sont-ils à la maison? Ils sont dans la cuisine. Roberto et Jennifer Torres? A demandé l'officier en consultant un bloc-notes. C'est nous, a répondu mon père en apparaissant dans le hall d'entrée avec un sourire forcé qui ne trompait personne. Y a-t-il un problème, madame l'agent? L'inspecteur Murphy a sorti son badge de son portefeuille. Inspecteur Murphy, division des crimes financiers. Voici l'inspectrice Lisa Chen. Nous aimerions vous poser quelques questions au sujet d'Helena Torres. Bien sûr, répondit ma mère en se joignant au groupe. Tout ce qui peut aider. Quelque chose ne va pas? Asseyons-nous, suggéra l'inspecteur Murphy, sans vraiment poser la question. De retour dans la cuisine, mes parents s'assirent comme des accusés attendant leur verdict. L'inspecteur Murphy posa un dossier sur la table et l'ouvrit, révélant des photocopies des documents que j'avais fournis. Mais madame Torres, commença l'inspecteur Chen, savez-vous que l'exploitation financière des personnes âgées est un crime grave dans l'État de l'Illinois? L'exploitation financière. Mon père tenta de rire, mais le son qui sortit était étouffé. De quoi parlez-vous? L'inspecteur Murphy fit glisser les relevés bancaires sur la table. Ces virements du compte de madame Helena Torres vers votre compte. 120 000 $ au cours des 3 dernières années. Ma mère regarda les papiers comme s'il s'agissait de serpents venimeux. C'était des prêts. Elle nous a prêté de l'argent. Les prêts nécessitent des documents, dit le détective Chen. Des accords écrits, des conditions de remboursement. Avez-vous ces documents? Silence. De plus, a poursuivi le détective Murphy, nous avons des preuves de négligence physique.
Abandon d'une personne âgée pendant un voyage non autorisé, avec le chauffage éteint et des provisions alimentaires insuffisantes. Nous ne savions pas, a commencé ma mère. Vous ne saviez pas qu'une maison sans chauffage en janvier tuerait une personne âgée. L'inspecteur Chen a haussé un sourcil. Ou vous ne saviez pas que laisser 3 boîtes de soupe pour 5 jours constituait une négligence nutritionnelle. Mon père m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la colère. C'était de la peur pure. Sébastien, tu as vraiment appelé la police pour tes propres parents. J'ai appelé la police pour 2 criminels qui se trouvent partager mon ADN. Ai-je répondu sans émotion. C'est alors que le détective Murphy a joué sa dernière carte. M et Madame Torres, a-t-il dit en sortant des menottes de sa ceinture, vous êtes arrêtés pour exploitation financière d'une personne âgée et négligence criminelle. Vous avez le droit de garder le silence. Ce qui s'est passé dans les 5 minutes qui ont suivi était surréaliste. Ma mère s'est effondrée, pleurant hystériquement, me suppliant de faire cesser tout ça. Mon père a tenté de négocier, proposant de rendre l'argent s'il y avait eu un malentendu. Mais il n'y avait pas de négociation possible. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Alors que les détectives les emmenaient menottés hors de la maison, ma mère s'est tournée vers moi une dernière fois. « Sébastien, s'il te plaît. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas nous faire ça. » Je l'ai regardée. La femme qui m'avait donné la vie mais qui avait laissé une autre femme mourir de froid pour des raisons financières. Et j'ai répondu avec un calme qui m'a moi-même surpris. « Vous l'avez bien cherché. » La porte s'est refermée derrière eux avec un léger clic qui a résonné comme un coup de feu. Je me suis retrouvé seul dans la cuisine où j'avais grandi, où j'avais appris à lasser mes chaussures, où grand-mère Elena m'avait aidé à faire mes devoirs pendant d'innombrables après-midi. La maison était silencieuse, mais pas vide. Elle était remplie de justice. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'hôpital. « Grand-mère Elena, c'est moi, Sébastien. »« Oui, c'est arrivé. »« Non, tu n'as plus à t'inquiéter pour eux. » Sa voix à l'autre bout du fil était forte, plus forte que je ne l'avais entendue depuis des années. « Mon courageux garçon, » a-t-elle murmuré. « Ta grand-mère est si fière. » En me rendant à l'hôpital pour la retrouver, une seule certitude s'est imposée à moi. Certaines batailles valent la peine d'être menées, même lorsque l'ennemi partage votre sang. Car la vraie famille ne se définit pas par la génétique. Elle se définit par l'amour, la loyauté et la volonté de protéger ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. Et lorsque vous trouvez cette vraie famille, vous vous battez pour elle jusqu'au bout. 3 mois plus tard, j'étais assise sur le banc du tribunal pendant que le juge lisait le verdict final. Mon père, 2 ans de prison et remboursement intégral. Ma mère, 18 mois et travaux d'intérêt général dans une maison de retraite. Les accusés ont fait preuve d'une négligence calculée envers une personne vulnérable, a déclaré le juge, sa voix résonnant dans la salle. Ce tribunal ne tolérera pas l'exploitation des personnes âgées. Grand-mère Elena m'a serré la main pendant toute la lecture. Elle était radieuse, non pas par vengeance, mais par justice. « Sébastien, » m'a-t-elle murmuré alors que nous sortions, « tu m'as sauvé de 2 façons. De la mort et de la culpabilité d'avoir élevé des monstres. » 2 jours plus tard, je l'ai aidé à emménager dans mon appartement à Milwaukee. Non par obligation, mais par choix. Elle a transformé mon espace en un véritable foyer, avec ce parfum floral qui m'a toujours rappelé la sécurité. Les gros titres des journaux ont duré une semaine. Un couple de Chicago condamné pour abandon d'une personne âgée. L'histoire est devenue un exemple dans les programmes de protection des personnes âgées. Ma mère m'a envoyé une lettre de prison. 5 pages demandant pardon, promettant de changer. Je n'ai pas répondu. Certains ponts, lorsqu'ils sont brûlés par la trahison, ne doivent pas être reconstruits. Grand-mère Elena a fêté ses 84 ans le mois dernier. Nous avons organisé une petite fête, juste nous 2 et quelques voisins qu'elle a conquis avec ses cookies. Elle a soufflé les bougies et a dit « Merci de m'avoir appris que la vraie famille est celle qui reste quand tout s'écroule. » J'ai appris que la vengeance ne consiste pas à détruire les gens. Il s'agit de protéger ceux qui méritent d'être protégés et de veiller à ce que la cruauté ait des conséquences. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Il y en a beaucoup d'autres sur des personnes qui ont choisi la justice plutôt que le silence. Aujourd'hui, quand je regarde grand-mère Elena lire dans son fauteuil préféré, le soleil réchauffant son visage, je sais que certaines batailles valent chaque cicatrice. Car au final, l'amour véritable l'emporte toujours sur la cupidité. Do it. Do it. What is this? Do it. Do it. We don't need her to live. Do it. You motherfuckers. Do it. That's
probably alive. No, it's dead. It's half a horse, but definitely alive. Hey, Chaos I am just doesn't want to close. add to a kill count. It's alive. She wants to add it to a kill count. Red building. Red building. White building. What could be? Shotgun? Trapping door up here. Fuck you. One in the tower. Yep, I know. I Dead just barbed put a wire. fucking barbed wire up there. Owie. Emotional damage. Oh, is there people to the It northwest hurt. of us? Yeah, they're up the chute. I just threw a barbed wire on them. Hey Anna, how you doing, mate? We left the bottom door open. I came to the top floor, which I trapped. I can't get the back. But I watched someone and shot them. Kill or just damage? I maimed them best. Maimed? Okay. See if they're Alright, still well, alive. yeah, not bad, mate. So, chilling, playing some hunt, waiting for the old man to respond to me. Still one alive. Alright, I've got a dark Meeting sight. heavily. Yeah, he's still up in the tower up there. Yeah, just the one there I can see. Careful of the light above you. That's fine. Why is that shooting to our left? Trey, house ring going with you? Being to the left. Ducky, you're speaking Yeah, in them. northeast. Can't see anyone northeast. There's no one northeast. And yeah, I realize I'm speaking in game because that's where my fucking Ow. push to meet button's on. Why do I have I the don't think rad he has too? any bees. My friend? He already busted him trying to kill me. Got 1 second of dark sight left. He just got hurt. He's got shadow, I think. Ow. Oh, well, there's shot damage for you. Possibly friend damage. Emotional damage. Running around to the side here. Back door. Fuck, I came back! Through that so badly. Ow. Through the fucking door. Why is this a hellhole of traps? Outside here. You wanted trap damage, did you not? Or did I not? You're about not there! Second floor. Where is he?
falling. Watching for the res. Make my day. See you later. No one at 150. Low on the guy. Alright, I just swapped. This game is a Hunt Showdown. It's a game I've been getting into lately. Quite fun. He has some nice Deadeye. What do we got? We got that one. And what's the other one? Oh, he's running the Nagant twice. Dualies. He's running dualies. He's running dualies and then a Deadeye. Yeah, choke bomb. Oh, okay. Reminds me of COD. Yeah, COD's more quick pace. This is Yeah, it's decently different, but somewhat similar, I guess. Hey, Ducky. I think Move the only thing COD in this has in common is guns, mate. Where's her? There's also friendly fire too. Oh yeah, put it down. Hey, Second Frigata, tower, how you doing, mate? Why do I have the Ratatouille song in my brain right now? Oh, is there any towers or anything? Good XP. 4-shot boon and a Centennial sniper. Checking feather tower. Might as well check them all. The reason this changes between Vault and this is there's traits on the map that you can try and find and that might So- affect your hunter. It really was a solo, guys. Well, at least it didn't wipe us all. Yeah, none of us went down either, so. One good thing. What part about this game Right. intrigued you, mate? 4-shot boon, not what's coming up. That all. Yep. Can't find any ever. I went through 2 games, right? Of just ratting one of the characters. And there was not a single tower in either of those 2 games. That one also has a 4-shot boon. Timer started. The things you fight, the PvE site. What's Ow! One of you poisoned me. what about the PvP side always intrigued you? You missed me. You missed me again. God, I'm bleeding death. Or am I confused? No, it's got PvE. You got grunts you can fight. You got infernos. You got bears. You got fatties. You got armored. You got hives. You got a lot of people. There are a lot of You got enemies you can Creatures fight. You out got there. dogs, all that sort of stuff. Hellhounds. Hellhounds. Yeah, chicken coops that you can light on fire. Yeah, I was wondering about the PvE people though. Ah. Oh. Yeah, not so much the noise things. No, there's a lot to 3-star. What a shame. there's a lot to the PvE side. It was box head. Yeah. No Faz today. Faz is only on Monday, Tuesdays, and Thursdays. No, in this case, we're waiting for our old man Oh, Crikey. man.